Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore les technologies de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur Paul Saucier et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous nous plongeons dans le monde passionnant des technologies de l'information. Des dernières nouvelles et tendances aux avis d'experts, nous couvrons tous les sujets et sans oublier nos recommandations de bière. Que vous soyez un passionné de technologie, d'une bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Tech et Houblon. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir d'être accompagné de Luc Dumoulin. Allô, Luc? Salut Paul, ça va? Oui, ça fait un petit bout. Oui, suffisamment longtemps pour que j'aie le goût d'essayer une nouvelle bière. Oh, j'ai hâte de voir ça. On n'a pas mentionné la dernière fois, mais tu as pris une Guinness et puis tu nous as fait mention que c'est la seule bière que tu bois habituellement? C'est habituellement la seule bière que je bois, oui, effectivement. Oui, mais là, ça t'a changé un peu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis un peu plus à la mode. Je vais essayer la petite frette à Gildor. Oh, excellent. Je suis bien content que tu aies mentionné moderne parce qu'aujourd'hui, le titre de notre podcast, c'est Investir dans la modernisation applicative. Mais avant de commencer dans notre discussion, je vais partager la bière que moi j'ai choisie pour aujourd'hui. C'est une bière qui s'appelle Smoothie Sour. Elle a l'air très rafraîchissante. C'est une bière à la framboise, une surette évidemment. Et puis, ça vient de la brasserie Les Deux Frères à Terrebonne. Donc, je vais leur laisser savoir si j'ai beaucoup aimé leur bière, si je l'ai adorée, puis si j'en veux d'autres. Oh, d'accord. Luc, c'est le fun tantôt, pendant qu'on faisait le setup, on a eu une conversation, puis on parlait justement de la modernisation. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti de notre conversation que j'aimerais qu'on développe un peu au niveau de la conversation. C'est quand même un sujet que moi, je suis passionné avec la modernisation. Vous savez que moi, je m'adresse surtout au DevOps chez R2I. Et puis, on ne pense pas toujours que IBMI, c'est nécessairement dans la même phrase que du DevOps. D'après moi, en tout cas, c'est pas toujours quelque chose qu'on associe grandement. Est-ce que tu partages ce sentiment? Tu as absolument raison. Si tu as un petit peu d'historique dans le métier, tu n'as jamais entendu parler IBMI puis DevOps dans la même phrase. Exactement. C'est quelque chose qui est absolument... On est plus dans le waterfall, mais on n'ose pas le dire. Fait qu'on a dit, oh non, on fait du V-model. C'est pas mal ça, là. Tu as raison. C'est pas quelque chose qui est commun. Et pourtant, non seulement nos applications ont besoin d'être modernisées, mais IBM a décidé qu'il modernisait la plateforme. Le IBMI, aujourd'hui, peut être considéré comme une plateforme qui peut intégrer tous les concepts du DevOps. On peut même aller jusqu'au DevSecOps. Donc, on voit large, on couvre large. Il y a plein de fournisseurs aujourd'hui qui sont en mesure de nous offrir tout ce qui est nécessaire au niveau de la plateforme pour qu'on puisse s'intégrer de A à Z, automatiser des processus, tout ce qui fait partie du DevOps. Donc, ma première question, qui est quand même, je pense, la question de base, c'est pourquoi investir dans la modernisation? Pourquoi investir dans la modernisation? Il y a probablement plusieurs types de réponses qu'on peut donner, mais je vais faire une première analogie. J'aime beaucoup parler en analogie. Les applications qu'on va retrouver sur des systèmes ou des plateformes comme l'IBMI sont généralement des applications qui sont fondamentales pour l'entreprise. C'est l'équivalent pour l'humain de son cœur. Le cœur, s'il n'est pas entretenu comme il faut, s'il est vieillissant, s'il y a des maladies, bien, ça va raccourcir l'espérance de vie. C'est un peu la même chose au niveau des applications. Sauf que du côté IBMI, il y a une twist. IBM s'est donné pour mission de permettre aux entreprises de développer des solutions et que ces solutions-là puissent perdurer dans le temps. Ils appelaient ça protéger l'investissement du client. C'est merveilleux, ça te permet de t'attacher ta clientèle pour longtemps, mais ça a aussi il y a comme un genre de dark side en arrière de ça, là, de la face cachée de permettre à une application qui, depuis 1988-89, puisse rouler à tous les jours, puisse produire des résultats à tous les jours, ça fait en sorte que les entreprises ont un peu délaissé et n'ont pas gardé le focus sur « il faut que je continue à améliorer mes applications pour qu'elles soient au goût du jour, pour qu'elles soient à la page, et ainsi de suite. » Pourquoi investir de l'argent dans quelque chose qui fonctionne bien? C'est ça.
C'est tout à fait normal. C'est une bonne question, puis on se dit, mais pourquoi? 30, 35 ans plus tard, les entreprises se réveillent et disent, bon, mon application, j'aurais besoin de la modifier, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, parce que la concurrence est accrue, j'ai des nouveaux besoins. Ajouter des features, des choses comme ça? Absolument. Non seulement ça, il y a la pression qui vient avec le fait que toute la structure corporative finit par changer. Le président, le CIO qui était là et tout ça, ce sont des gens qui ont fini par prendre leur retraite. Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, ils ont 40, 45 ans, ils ont vu autre chose, ils ont vu d'autres systèmes, ils viennent des mondes Windows où tout est en écran, où tu te promènes avec la souris, c'est du tactile. Donc, il y a un choc de culture en même temps. Ce qui amène à un besoin de moderniser. Mais quand tu modernises une application qui a du code, qui exécute à tous les jours, sans faille, depuis 30 ans, 35 ans, veux-tu vraiment ouvrir le couvercle? Est-ce que tu veux vraiment le moderniser? Pourquoi est-ce que tu le ferais? Il y a quand même des risques qui sont attachés à ça. Il y a définitivement des risques, mais il y a encore plus de risques de dire, je vais laisser mon application custom qui me rend des bons services loyaux depuis 30 ans, puis je vais m'en aller dans une autre plateforme qui va maintenant être, je ne sais pas, moi, probablement une solution infonuagique. Pour nommer des exemples, Microsoft en a un qui s'appelle Dynamics. Mais la quantité d'entreprises qui migrent vers là doivent investir des quantités et des sommes faramineuses d'argent pour être capables de transporter leurs données qu'ils ont présentement vers ces applications-là. Les coûts par poste de travail sont assez dispendieux. Il y a un coût à ne pas moderniser. Puis c'est ça que les gens commencent à réaliser. C'est que je suis pris dans le dilemme, est-ce que je modernise mon application ou est-ce que je la laisse tomber puis je m'en vais ailleurs? Là, on ouvre une autre boîte de Pandore qui est tous les risques inhérents à une application que je ne connais pas, qui n'a pas été formée et moulée à mes besoins, que je peux paramétriser à outrance, mais qu'à chaque fois que je change un paramètre, il y a toutes sortes de comportements que je ne connais pas et que je ne comprends pas qui commencent à se produire. Donc, les risques sont peut-être aussi de l'autre côté. Tu as beaucoup de risques si tu ne fais pas la modernisation. Oui, définitivement. Ouais. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans une vie antérieure où on a décidé de faire de la modernisation malgré le fait que l'entreprise n'était pas vraiment intéressée à investir les dollars pour le faire. Une application bien simple qui gère toute la portion du calcul de prix pour un client. Il y a des prix promotionnels, il y a des prix particuliers, il y a des ententes spéciales, il y a des prix de groupe, il y a des escomptes de fournisseurs et ainsi de suite. Il y a une certaine complexité à ça. Oui, il y a une complexité. Ouais. L'affaire, c'est que ce même code-là se retrouvait copié dans 7, 8, 9 programmes différents. Donc, chacun avait sa saveur et on ne pouvait jamais prédire de façon sûre et certaine que peu importe le chemin par lequel la commande passait, on aurait toujours le même prix qui serait calculé. On a pris le taureau par les cornes, puis on a décidé qu'on enlevait tout ce code-là, qu'on le regroupait à un seul endroit et que c'était cette fonction-là qu'on était pour utiliser à toutes les fois. Ça a l'air basic. J'ai appris ça à l'école. Sauf que du côté IBMI, c'est devenu disponible seulement qu'en 1994, quand le RPG ILE est devenu disponible. Avant ça, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on reproduise le code partout si on voulait avoir un minimum de performance et d'efficacité. Alors, tout ce qui a été développé à l'époque, qui ne profite pas des nouvelles façons de faire, est appelé à causer des problèmes supplémentaires à l'entreprise. De là, le besoin de moderniser. Puis le moderniser, ça ne veut pas dire jeter. Ça veut probablement dire, je regarde ce que j'ai et j'y applique les nouvelles saveurs, les nouvelles façons de faire dans un environnement qui est encore très stable. Tu peux encore recycler le code, hein? Absolument, absolument. Ouais. Au niveau des défis ou des pain points, quand on pense, une entreprise commence à penser à la modernisation, c'est quoi qui seraient les plus gros pain points pour eux? Mon point de vue personnel par rapport à ça, c'est commencer à vouloir tout moderniser d'un coup, c'est difficile à gérer. On connaît suffisamment bien l'entreprise, on connaît suffisamment bien l'application, et on a des gens qui, au quotidien, utilisent les applications qui sont en exécution et disponibles sur notre plateforme. Pourquoi ne pas s'adresser à ces gens-là pour commencer à trouver où sont les vrais pain points? Toi, l'utilisateur, toi, le chef de service, toi, le directeur du département, qu'est-ce que tu aimerais que ces applications-là puissent faire qu'elles ne font pas? Ou qu'est-ce qui se produit à répétition que tu aimerais qu'il arrête de se produire, qui te permettrait d'avoir un travail qui serait plus efficace? De l'autre côté de ça, il y a tous les gens de support en TI qui ont une somme d'informations sur quels sont les pain points des utilisateurs, quels sont les processus qui sont toujours en train d'accrocher.
l'équipe de développement ou ceux qui font le support de soir, de nuit, de fin de semaine. Quels sont les processus qui, à répétition, accrochent et qui nécessitent d'investir du temps pour s'assurer que les systèmes de production soient up and running? Parce qu'on s'entend, sur l'IBMI, c'est à peu près jamais l'IBMI lui-même qui fléchit. Ça va être l'application qui risque d'avoir des problèmes. Compris, oui. Tu as mentionné efficace. Est-ce qu'on parle aussi de la stabilité? On peut parler de stabilité. Je dirais que la force de l'IBMI, c'est le fait que son OS comprend toutes les composantes nécessaires à la gestion de bases de données, serveurs de communication FTP, HTTP et ainsi de suite, la sécurité. Tout est inclus dans l'OS. Donc, cette stabilité-là, elle vient de facto avec ce que l'OS nous propose ou nous met à disposition. Là où il y a moins de stabilité, bien, ça va être dans la portion applicative, c'est-à-dire le code que les gens vont écrire, que les développeurs vont écrire, qui a besoin d'être testé, ni plus ni moins, comme tous les standards dans l'industrie nous le démontrent. Il faut tester nos applications avant de les mettre en prod. Sinon, on s'en va vers l'instabilité. Mais pour ce qui est de la plateforme elle-même, je n'ai pas à me soucier. Est-ce qu'une mise à jour sur le serveur de BD va causer un problème au niveau de lecture ou écriture d'une autre application qui est assise à côté? Absolument pas. Super, tu as mentionné la prod. Le testing en non-prod, c'est hyper important, on le sait. Oui. Ce serait quoi les best practices que tu pourrais discuter avec moi, que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Moi, ce que j'ai vu dans ma courte carrière, c'est définitif, là, on ne s'en sortira pas. On a besoin d'avoir des environnements de développement qui sont aseptisés, qui sont anonymisés, où est-ce qu'on ne met pas face aux développeurs des données qui sont sensibles. Déjà là, en faisant ça, on s'assure qu'on répond aux besoins de la loi 25 qui, au Québec, nous oblige absolument à protéger toutes les données qui sont des données personnelles. Par la suite, on a besoin d'environnements de contrôle de qualité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des spécialistes en contrôle de qualité? Ça, c'est un débat. Mais on a absolument besoin d'avoir un environnement qui n'est pas impacté par des changements de développement. Si on a des outils pour être capable de faire ce qu'on appelle les Change Management Systems, ce qui nous permet de faire évoluer d'une étape à l'autre les codes sources qu'on a modifiés et les applications qui changent, bien, à ce moment-là, on s'assure qu'on peut, de façon isolée, faire les tests sur les changements qui ont été mis en place, puis éventuellement, pré-prod, des tests des utilisateurs, quand on a les approbations, mises en production. Au niveau des compétences et expertise, évidemment, on tombe sur toi et ton groupe, ton département chez R2I. C'est l'avantage d'une entreprise de faire affaire avec ton département. L'avantage concurrentiel qu'on amène comme entreprise, c'est que la première chose qu'on va faire avec le client, c'est s'asseoir avec lui et faire du transfert de connaissances sur les applications qu'il aimerait qu'on puisse jeter un œil et éventuellement assurer un service de maintenance applicative où est-ce qu'il n'y a plus à gérer, il n'y a plus à s'occuper, il n'y a plus à se soucier de ce qui se produit avec ces systèmes de production. On est là, on s'en occupe, on répond, on fait de la vigie, on va faire les maintenances qui sont nécessaires par rapport à ses besoins. S'il arrive des incidents de production, on va être là pour répondre. Et ça, 24/7, 365. Une fois ça dit, l'expérience et la compétence des gens qui font partie d'équipes de développement chez R2I permet de penser qu'on va pouvoir être capable de faire une analyse des besoins, puisqu'on a des analyses d'affaires. On va pouvoir même aller voir des changements ou participer à des changements de processus au niveau de l'entreprise, les intégrer au niveau de l'application. Quand on a ce bagage-là, qu'on comprend comment l'application fonctionne, puis qu'on a des liens avec les gens dans l'entreprise, ça nous permet par la suite d'être plus en mesure de faire des modifications ou de faire des ajustements et éventuellement même de suggérer de la modernisation de certaines portions de l'application. Puis comment tu vois les nouvelles technologies, puis je pense un petit peu, pas nécessairement une technologie, mais l'automatisation, mais aussi avec des technologies comme l'IA ou encore le machine learning, l'évolution finalement de IBMI à travers de tout ça dans les prochaines années?
Je sais que c'est un gros sujet, puis on aurait probablement un autre podcast juste sur ce sujet-là. Bon, je suis absolument pas un spécialiste de l'IA, absolument pas, mais un peu comme tout le monde, je m'amuse, j'essaie de produire des résultats. Des fois, les résultats sont exactement ceux que je m'attends, d'autres fois, pas du tout, mais c'est un autre sujet, comme tu le disais. Il n'y a absolument rien sur IBM AI qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc, s'il existe des API qui me permettent d'aller faire des interrogations au niveau de l'IA, je pourrais très bien les inclure dans un programme écrit en RPG, écrit en SQL, écrit en Python, écrit en R, en Ruby, en Node.js. Ce sont tous des langages qui sont supportés nativement maintenant sur l'IBM AI. Watson, surtout que vous avez l'OS à 7.3, Watson est gratuit, prêt à utiliser directement sur votre IBM AI. On parle d'intelligence artificielle. Watson, c'est la version d'IBM de la gestion d'intelligence artificielle. Alors, tout est là, finalement, avec cette plateforme-là pour être capable d'en profiter. Je pense à nos auditeurs qui sont peut-être des managers au niveau de la TI. Puis je reçois toujours les mêmes questions avec eux autres. C'est quoi le retour sur l'investissement avec un projet comme ça? Si on pense un peu à la modernisation des applications, il y a quand même si on parle du ROI, ce serait, moi je penserais en tout cas dans ma tête, on ne veut pas qu'il y ait un arrêt ou des problèmes critiques. De quelle façon qu'on voit, parce que c'est quand même un bon investissement qu'on doit faire pour la modernisation. Oui, puis je pense que la modernisation, ça peut être vu de différentes façons. Il y a ceux qui sont pour le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on modernise en entier ou on ne fait rien du tout. Il y en a qui vont dire, moi je modernise en changeant de plateforme. Je ne suis plus sûr que ça s'appelle la modernisation rendue là. Carrément une transformation. Mais si on veut y aller en respectant les applications qu'on a déjà en place, mais ce qu'on veut faire, c'est les amener à un niveau où est-ce que, par exemple, je prends l'exemple qui est le plus frappant pour moi, une application qui est une application legacy, 25-30 ans d'utilisation, tout va bien, est écrit en RPG, mélangé 3, 4, ILE. Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas chacun des sources en RPG moderne? En transformant en RPG moderne, il n'y a absolument aucun bénéfice immédiat pour les utilisateurs. Par contre, je viens de m'ouvrir la possibilité d'intéresser des jeunes qui sont dans les universités, qui viennent à peine de commencer sur le marché du travail, qui ne sont pas encore partis sur un plan de carrière en Java ou en ci ou en ça, et dire, viens, je vais te montrer comment on fait du RPG moderne, qui ressemble à d'autres langages comme Python et ainsi de suite. Et je viens de me trouver une relève, alors que j'en ai aucune dans l'RPG 2 et RPG 3, mais j'en aurais là. Alors, une étape de modernisation pourrait tout simplement de moderniser le code, de l'amener de peu importe la saveur d'RPG à RPG moderne. Et là, j'ai la même application entre les mains, elle fonctionne encore de la même façon. Et après ça, je peux dire, OK, je vais moderniser la base de données maintenant. On va y aller avec SQL, on va intégrer du SQL. On y va morceau par morceau. Alors, l'entreprise n'est pas obligée de s'étouffer à mettre des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour un Big Bang, avec surtout des imprévus sur qu'est-ce que ça va donner au bout du compte. En même temps, ça me permet d'amener de nouvelles personnes qui ont des nouvelles expériences à proposer et de les amener à comprendre comment fonctionne l'entreprise. Donc, quand les gens qui ont de l'expérience vont quitter, j'ai déjà une base de connaissances, de compréhension de l'entreprise et de l'application, tous en même temps. Donc, c'est un peu, pour toi, c'est un peu comme un best practice de faire ça par module. Ça pourrait être une des meilleures étapes pour les entreprises de se moderniser. Absolument. Pour moi, c'est la façon de faire. J'ai vu trop d'expériences autour de moi où on dit, parce que les managers viennent d'ailleurs et ont vu tel bébel qui est « wow ouais. », on remplace ça par « wow ». 4 ans plus tard, ils sont en train de se gratter la tête en se disant « où il était où le wow ». C'est malheureux, mais je l'ai vécu trop souvent. Je me dis « OK, travaillons avec l'acquis, travaillons avec le connu et amenons-le à un niveau qu'on sait qui est fonctionnel. Maintenant, ouvrons nos portes à de nouvelles personnes qui vont être capables de continuer de porter le ballon et de faire croître nos applications pour les besoins futurs de l'entreprise. Très stratégique. J'espère. Parlant de stratégie, je dois avouer que ma bière est absolument délicieuse. Je suis toujours, j'ai un petit peu de cautious quand on tombe sur le côté surette, mais j'avoue que leur surette à la framboise, c'est juste assez de surette pour moi pour que j'adore ma bière encore. Donc, good job, la brasserie Les Deux Frères. Luc,
Je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler et puis j'ai vraiment hâte de te reparler encore à nouveau. Ça m'a fait très plaisir, Paul. À la prochaine. À la prochaine. Bye.